Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Merci de votre fidélité à Télé Congo. Cours de musique congolaise destiné aux lycées, aux écoles spéciales et aux universités. Un ouvrage de Mampouya Mamsi paru aux éditions Edilivre avec une préface de Guy Menga. Bonjour Mampouya Mamsi. Bonjour. Et merci donc de répondre à l'invitation de Cultura, Mampouya Mamsi. Donc vous avez commis cet ouvrage que nous venons, n'est-ce pas, de présenter le titre Cours de musique congolaise, destiné aux lycées, aux écoles spéciales et aux universités. Mais avant, n'est-ce pas, de dire quelque chose avec vous, je vais vous dire un mot vous concernant. Mampouya Mamsi, vous êtes né au Congo en 1950, vous avez fait vos études secondaires à Brazzaville et vos études supérieures en Roumanie, en économie option statistique. En 1973, vous montez un groupe musical, n'est-ce pas, composé de Congolais, qui se produit au Hall Music, donc au Music Hall du Bucarest pendant 3 mois, avec succès. Et vous êtes promu chef de l'orchestre de l'Union des associations des étudiants africains en Roumanie. C'est en 1976 que vous prenez des cours de chant et de solfège à l'école populaire Kouza Voda. Et en 1978, vous rentrez au pays et retour au Bercail. Et là, vous exercez au sein de plusieurs ministères. En 1991, vous publiez J'apprends seul la sanza, un instrument que, n'est-ce pas, que vous chérissez beaucoup, il faut le dire, une méthode pour vous d'initier au jeu de la sanza, n'est-ce pas, d'initier les jeunes au jeu de la sanza traditionnelle. Et vous avez créé le CIREM, Centre d'initiation des recherches et d'études musicales. Et on sait que pendant quelques éditions du FESPAM, vous avez été conférencier et vous avez partagé ces connaissances, n'est-ce pas, sur la sanza, sinon sur... Donc, aujourd'hui, qui fait l'objet, n'est-ce pas, de votre ouvrage, Mampouya Mamsi, cours de musique congolaise. Alors, il faut nous dire, les motivations qui vous ont conduit à commettre cet ouvrage, est-ce qu'un besoin s'est posé? Il y a eu urgence, certainement, peut-être manque également, absence de ça, sur le terrain, Mampouya Mamsi. C'est un vieux projet, oui, qui m'a pris 32 ans de ma vie, parce que j'ai commencé les recherches en 86 et j'ai écrit le livre en 2013 et le livre a été publié en 2018. D'accord. Tout démarre en 86. En 86, à l'occasion de la mort de Samora Machel, Radio Congo avait diffusé beaucoup de musique traditionnelle. Et j'en avais fait, comme j'avais une radio cassette, en tout cas j'ai enregistré beaucoup de musique traditionnelle. Et là, c'est là que j'ai commencé la recherche. En fait, je voulais trouver la corrélation qu'il y a entre les musiques modernes, la musique moderne des orchestres et la musique traditionnelle. D'accord. En 87, j'ai découvert le projet franco-congolais de développement culturel, à qui j'ai proposé d'organiser la quinzaine de la musique traditionnelle. Ça s'est tenu à l'hôtel de ville pendant une semaine, et puis au Centre culturel français pendant aussi une semaine. Donc il y a eu l'exposition des instruments traditionnels. Moi, j'ai essayé de faire des articles et j'avais demandé aux auteurs qui étaient ici, Sylvain Bemba, Guiléon Fila, pour ne citer que ceux-là, de faire des conférences. D'accord. Et comme le projet franco-congolais avait vu que je m'intéressais beaucoup à la musique, ils m'ont demandé d'aller animer des ateliers de musique traditionnelle à l'École nationale de Beaux-Arts. D'accord. Parce que jusque-là, à l'École nationale de Beaux-Arts, c'était le format européen. C'est-à-dire qu'on enseigne le solfège, on enseigne la théorie et l'histoire de la musique classique. On n'enseignait pas l'histoire de la musique congolaise là-bas. D'accord. Maintenant, quand j'arrive à l'École nationale de Beaux-Arts, j'entre dans le bureau du directeur, je vois sur le mur l'organigramme de l'orchestre philharmonique. Moi, ça m'a choqué. Je me dis, mais enfin, 27 ans après l'indépendance, on continue à afficher l'organe de l'orchestre philharmonique. L'organe philharmonique, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'orchestre qui anime à la télé, dans les pays européens, et à l'opéra. Ça peut être un orchestre de 100 ou même de 200 musiciens.
Maintenant, quand j'ai essayé de causer avec les professeurs, ils m'ont dit, mais pour enseigner la musique congolaise, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de support didactique. Donc, quand j'ai animé mon atelier de musique traditionnelle, les gens étaient très intéressés. D'accord. Et je me suis dit, non, mais... Donc, le livre, là, c'est le fruit d'une frustration. J'avais été frustré, je me disais, un jour ou l'autre, il faut que j'arrive à mettre ce matériel didactique qui va permettre aux élèves d'étudier notre musique à nous. Et donc, vous imaginez. Ouais. Mais à l'époque, dans les années... Et vous écrivez à la page 5, Mampuya Mamsi, dans un pays où la musique est présente partout, dans toutes les cérémonies, c'est un paradoxe qu'elle soit totalement absente du système scolaire. Mais justement, c'est ça, c'est ça le problème. Bien sûr. Oui, la musique, elle est partout, sauf à l'école. À l'école, on enseigne la biologie, on enseigne les sciences physiques. En fait, pour parler franchement, il s'agit de culture musicale. Que l'on donne à l'école. Ça dit qu'un cours de culture musicale, parce qu'il y a une différence entre cours de musique, ça dit que le livre là n'est pas fait pour que les gens soient musiciens, mais pour que les gens aient une culture musicale. Que les gens ne puissent, que les élèves ne puissent pas confondre le saxophone et la trompette, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la différence, et c'est grave. Que les élèves n'arrivent pas à confondre le piano et l'orgue, et il y en a qui trouvent que c'est la même chose. Voilà. Donc un cours de culture musicale pour que l'élève, oui, l'élève qui sort du lycée ou de l'université, il saura ce qu'on appelle une trompette, il saura ce qu'on appelle un tambour, donc il aura un petit bagage sur la musique en général et sur la musique congolaise. Voilà. Et également, vous vous plaignez du fait, dans votre introduction, dans l'introduction que vous faites à votre ouvrage, vous plaignez du fait que, non seulement que ce cours n'est pas, en fait, on essaie de faire quelque chose, n'est-ce pas, dans les collèges, de la 6e en 4e, oui. Et que finalement, aux examens d'État, qu'il y ait absence de cette épreuve. Donc, on n'arrive pas à valoriser la musique. À valoriser la musique. Et à évaluer également. Oui, à valoriser. Oui. Et ça dit que pour donner de la valeur à la musique, il faut que la musique fasse partie d'un examen d'État. Hein? Le BEPC ou le bac. Et pour ce faire, il faudra former beaucoup de formateurs, parce que nous avons beaucoup de collèges et nous avons beaucoup de lycées. Mais le travail peut se faire, il suffit d'y mettre un peu de volonté. Voilà. Alors, Mampuya Mamsi, vous mentionnez, n'est-ce pas, dans votre ouvrage, que la musique est une bénédiction humaine. Oui. Qu'en est-il? Oui. Oui, la musique, bon, ce n'est pas l'homme qui a créé la musique. La musique a existé avant l'homme. Mais le problème, c'est que il n'y a que l'homme et les plantes qui sont sensibles à la musique. D'accord. Donc, quand vous prenez tous les mammifères, les chiens, les chats, les bœufs, les bovins, les ovins, vous avez beau leur diffuser la 5e symphonie de Beethoven, ou du rap, ou du reggae, ça leur fait absolument rien du tout. Et l'homme est sensible à cette musique. Mais la preuve, tous les jours, la musique est devenue une denrée que nous consommons tous les jours. Les fleurs sont sensibles à la musique parce qu'on a fait des expériences. Hein? Vous prenez 2 planches où on a planté des fleurs qui bénéficient des mêmes conditions d'arrosage, d'ensoleillement, de fumure, mais à la seule différence qu'à la planche B, on fait une exposition de la musique de Mozart pendant 5 minutes chaque jour. Et pourquoi seulement Pas Mozart? plus. Pourquoi seulement Mozart? Mais c'est la musique à laquelle les plantes sont sensibles. Ah, il n'y a que la musique classique. Oui, la musique classique de Mozart. Oui. Oui. C'est cette musique-là, on a réalisé par expérience que les plantes sont sensibles à cette musique-là. Et donc pendant un bout de temps, pendant un mois, un trimestre, on a constaté que les fleurs qu'on a plantées sur la planche qui bénéficient de l'exposition
de la musique de Mozart pendant 5 minutes, hein, Oui. ont un taux de croissance 60% supérieur Ah oui. aux autres, aux plantes qui ne bénéficient, qui ne bénéficient pas de la musique. Oui, mais il faut bien qu'il y ait une explication. S'il n'y a que la musique de Mozart et pas autre chose. Il faut bien Mais, qu'il y ait- mais on a essayé les autres musiques, c'est celle-là qui marche. C'est celle-là qui marche, les plantes sont sensibles. Maintenant, quand on a pris Oui, mais est-ce qu'il y a une explication scientifique, mon Pouyama? Moi, je raconte comment les expériences, D'accord. hein, oui, Vous rendez compte des oui, expériences. je vous rends compte des expériences. D'accord. Maintenant, on a enlevé la musique de Mozart, quand on a mis maintenant du rock and roll. Oui. Le rock and roll, c'est une musique qui est violente, Oui. parce que c'est la batterie, on tape, bam, 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 bam. Les plantes ont dépéri, elles sont mortes. Donc c'est pour dire que les plantes n'aiment pas la musique violente. Là. Les plantes n'aiment pas la violence. Bon, mais il y a Les, beaucoup- les plantes il y a aiment quand la même- douceur. Oui, il y a quand même beaucoup de musique douce. Oui, il y a beaucoup de musique, Non, mais moi... en fait, c'est que j'aimerais quand même que vous apportez, quand même, n'est-ce pas, Oui. un élément sur la spécificité de la musique de Mozart. Pas Beethoven, mais rien que Mozart. Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier, n'est-ce pas, qui est dans la composition de cette musique? En tout cas, Vous, cette en tant que musique-là, psychologue. cette musique-là, elle est spécifique. C'est curieux parce que même en musicothérapie, Oui. c'est la musique de Mozart qu'on utilise. Il y a une branche de la médecine maintenant qui s'appelle la musicothérapie. Et les médecins qui animent cette branche-là sont appelés les musicothérapeutes. En fait, la musicothérapie n'est pas pour soigner les maladies virales. Hein? Donc les maladies qui ne sont pas dues aux bactéries ou aux virus. Mais c'est les maladies, je dis, du dysfonctionnement. C'est-à-dire que vous avez par exemple la maladie de Parkinson, où les fonctions cognitives sont affectées, ou la maladie de Alzheimer. Et donc ces vieux-là de 70 ans, de 80 ans, quand on les traite, on utilise la musique de Mozart aussi. D'accord. Oui. Bon, Voilà. Alors, mon père, même si vous considérez la musique comme un outil de travail. oui, c'est un outil de travail, mais ce n'est pas nouveau. Quand nous prenons la société traditionnelle, dans la société traditionnelle, toutes les activités étaient accompagnées par la musique. Il y avait une musique pour aller pêcher, il y avait une musique pour piler le maïs, il y avait une musique pour célébrer les jumeaux, il y avait une musique même pour la guérison. Donc la musique, on l'utilisait. Quand on pile, par exemple, les coups de pilon donnent un rythme. Et ce rythme-là stimule les pileuses de maïs. Vous voyez? Donc, ça n'a pas changé. Hein. La société moderne n'a pas dérogé à ce principe. Aujourd'hui, un meeting politique est inconcevable sans musique. Aujourd'hui, une veillée mortuaire, elle est inconcevable sans musique. Hein? Et les radios, une radio ne peut pas fonctionner sans musique. Hein? Musique. Et les cultes, on ne peut pas faire de culte. Hein? Prenez toutes les religions, que ce soit les religions qui sont venues de l'extérieur ou nos propres religions, il y a toujours la musique qui est là. Donc la musique, c'est un outil de travail. Et on est allé plus loin. On a fait des expériences au niveau des élèves. On a pris une classe de 30 élèves, par exemple. Oui. On l'a divisée en deux. Les 15 apprennent un instrument de musique. Les 15 autres, ça c'est, comme on dit, la planche témoin, et ils n'apprennent pas. Donc, n'importe quel instrument. Hein. Donc, les élèves ont eu le choix de prendre leur instrument. Guitare, flûte, piano, saxo. Après un certain temps, 3 mois, 6 mois, quand on donne le même devoir aux deux groupes, ceux qui apprennent les instruments terminent avant et font mieux. D'accord. Et c'est pour dire que la musique peut apporter un mieux, hein, au niveau de la mémoire, au niveau de l'analyse, au niveau de beaucoup de fonctions aux élèves. Oui. Et ce serait une bonne chose de faire apprendre
un instrument à un élève, ça va lui porter un mieux par rapport à ceux qui n'apprennent pas les instruments. D'accord. Ok. Ben, merci pour cet éclairage que vous nous apportez. Alors, le tam-tam, on a souvent parlé du tam-tam, n'est-ce pas? Dans la musique congolaise, dans la musique africaine. Et nous apprenons, n'est-ce pas, par votre ouvrage, que le tam-tam n'a jamais existé. Qu'en est-il, Mampouya Mamsi? Oui, le tam-tam, vraiment, voilà une erreur qu'on ne peut plus rattraper. Je ne sais pas si on peut la rattraper. Ah oui. Ah oui, non. Au premier FESPAM, j'avais écrit un article là-dessus, mais je crois qu'il est passé. Il est passé même inaperçu. Il n'y a pas de tam-tam en Afrique. Et même quand vous lisez le dictionnaire de la musique, Oui. il se demande pourquoi les tambours d'Afrique sont appelés tam-tam. C'est-à-dire qu'il se pose cette question-là. Il ne trouve pas d'explication. Le tam-tam, le mot tam-tam, il est même chinois. Le tam-tam, on le trouve en Asie, en Chine, et peut-être au Cambodge, enfin les pays asiatiques. Et la différence entre le tam-tam et le tambour, c'est que la membrane du tam-tam, elle est métallique. C'est un peu comme le gong. Et cette membrane-là, pour produire le son, on tape avec un maillet. Bon. Alors que nos tambours à nous, c'est des tambours à membrane, c'est-à-dire que c'est des peaux d'animaux qu'on a séchés et qu'on a fixés sur le bois, un bois qui a été évidé, soit avec des clous, soit avec des chevilles. Et il y a le tambour à bois aussi, c'est un tambour qu'on a évidé, on a laissé les lèvres, on l'appelle aussi le tambour à fente, hein, type lokolé ou mukonzi. Oui, donc en Afrique, vous avez le tambour à peau, la membrane c'est une peau d'animal, et puis les tambours à bois. Donc je crois que cette erreur-là vient des colons. Les colons, quand ils sont arrivés en Afrique, ce n'étaient pas des spécialistes de musique, ce n'étaient pas des musicologues. Donc ils ont pris la réalité en Asie là-bas, qui sont transposées ici, pour dire qu'il n'y a pas de... le nom de tam-tam. Je crois que l'explication c'est celle-là. D'accord. Donc, mais en Afrique, il n'y a pas de tam-tam. Le mot approprié, c'est le tambour. Vous lisez même, si vous lisez Pépère, les études de Pépère, qui a parlé des instruments de musique du Congo, ou même Bertil Soderberg, qui a sorti en 1956 les instruments de musique du Bas-Congo, vous ne verrez pas le mot tam-tam là-bas, vous ne verrez que le mot tambour. J'ai retrouvé en fait le mot tam-tam dans Musique d'Afrique de Francis Bébé, publié aux Horizons d'Afrique. Mais en fait, Francis Bébé, bon, je ne sais pas si c'était vraiment un musicologue. Il n'y a que dans son ouvrage que j'ai retrouvé le mot de tam-tam. Sinon, dans les autres études, on vous parle du tambour. D'abord, on parle du tambour du Burundi, tambour de Brazza. On n'a jamais dit tam-tam de Brazza. Pour être dans le concret, tambour du Burundi. D'accord. Et donc, ça veut dire que vous, dans vos cours que vous avez eu à dispenser à l'école des Beaux-Arts, vous n'avez jamais parlé, vous avez essayé de rattraper. Oui, non, nous, à l'école de Beaux-Arts, c'était toujours un atelier que j'avais animé. Hein. Mais les cours, je les ai dispensés au CIREM en 92-93, hein, le Centre d'initiation et de recherche d'école. Des cours de musique au lycée Savorgnan qu'on dispensait le samedi de 15h à 18h. C'est là où j'ai eu à dispenser mes cours. D'accord. Alors, donc, revenant à l'avant-propos que vous commettez, mon père Mamsi, vous mentionnez, il s'agit d'un cours de musique qui aborde plusieurs aspects, sauf le texte. Élément étranger à la musique, selon Paul Bertrand, le texte n'est évidemment pas la préoccupation du musicologue que vous êtes. Oui, le texte n'est pas ma préoccupation. Le texte, c'est l'affaire des musicographes. Il y a une différence entre moi, musicologue, et les musicographes. Nous avons connu des musicographes dans notre pays, à commencer par Sylvain Mbemba, qui avait publié 50 ans de musique du Congo-Zaïre en 1984. Le musicographe parle des chroniques. Il peut parler de la biographie de Franco, de la formation de l'orchestre rock et jazz. En fait, c'est un historien. Il s'informe
sur les faits qui se sont réalisés, hein, Sur sur l'évolution. Donc lui, il s'informe sur l'histoire. D'accord. Voilà. Le musicologue, lui, il voit la partie son, donc les œuvres. Et dans ces œuvres-là, le texte ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les autres aspects. C'est-à-dire, par exemple, les types d'accompagnement qui ont été utilisés, les formes mélodiques qu'on utilise, la structure de la pièce musicale. Parce qu'il s'agit, notre musique moderne, c'est du vocal instrumental. Hein? Donc il y a une partie que la mélodie occupe et il y a une partie que l'instrument de musique occupe. Par exemple, le solo. Alors, quel genre de structure qu'on peut trouver? Et donc, toutes les chansons que vous écoutez, qu'elles soient de Franco, qu'elles soient des Bantous, n'ont pas la même structure. Et c'est ce travail-là que j'ai fait en tant que musicologue. Je me suis tapé le boulot d'écouter un échantillon de 580 morceaux de musique, des pièces de musique, toutes les époques confondues, de 1960 jusqu'aux années 2000. Et les résultats de cette étude, en fait, constituent la moitié de mon livre. D'accord. Ouais. Donc c'est là où j'ai extrait les formes mélodiques, les passages interchants, interrythmes, les rythmes que nous utilisons, hein, avec le tempo. Par exemple, quand vous prenez la rumba, les pièces qui ont été jouées dans le rythme rumba ont été classées selon leur tempo. C'est-à-dire de la rumba la plus lente à la rumba la plus accélérée. Parce que nous, les musicologues, on utilise ce qu'on appelle un métronome. Et c'est le métronome qui vous donne le tempo quand vous battez la mesure. D'accord. Voilà. Et pour parvenir à votre défi, n'est-ce pas que le défi que vous êtes fixé, que vous êtes donné, vous nous dites que vous avez dû, n'est-ce pas, travailler sur deux types de données. Vous parlez des données universelles et vous parlez des données de la musique congolaise. Parlez-nous-en, ma Maps. Oui, justement, cet ouvrage-là, c'est un ouvrage didactique. Donc on ne peut pas aborder la musique sans parler d'abord du son. Donc par exemple, dans le chapitre où j'ai parlé du son, il y a des livres que j'ai trouvés dans la littérature. Donc je n'ai rien inventé. Donc il y a dans le livre une partie qui est constituée des emprunts. Par exemple, la partie son, la partie le chant, la voix et le chant, la partie les instruments traditionnels ou les instruments modernes. Ça, ce sont des emprunts que j'ai pris dans les livres qui existent dans la littérature. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes sur les données littéraires. Voilà. Ok. Premier défi, et donc premier type de recherche. Oui. Et le deuxième type, vous parlez de... Le deuxième type, c'est l'échantillon que j'ai constitué. 500. Oui, pour faire, on appelle ça en statistique, faire un échantillonnage. C'est-à-dire prendre des... Vous savez que écouter toutes les pièces qui sont sorties de 49 depuis la sortie de Marie-Louise jusqu'en 2000, vous pouvez passer toute votre vie. Hein. Ah oui. Donc j'ai pris seulement un échantillon représentatif, hein, de 580, mais c'est quand même 3 mois, hein, de 8h à 18h que j'écoutais, et après j'ai eu des problèmes dans ma tête là. Ouais, j'ai failli être surmené. D'accord. Oui. Heureusement que la même musique vous a soigné alors. Oui. C'est un médicament, vous le dites si bien que c'est un médicament. Bon, donc vous avez les deux, vous avez les deux paramètres en réalité. Bon, si vous voulez, la chance pour moi, c'est qu'étant statisticien économiste, oui, donc j'ai utilisé une méthode statistique qu'on utilise, constituer l'échantillon et puis j'ai travaillé avec cet échantillon. D'accord. Mais en même temps, vous le signalez si bien que la musique c'est un médicament. Vous nous avez dit aujourd'hui avec la musicothérapie, oui, également, donc ça, vous avez trouvé aussi votre part. Oui, bien sûr. Soulagement. Oui, mais en fait, quand on écoute de la musique, il faut avoir une certaine hygiène. En principe, il n'est pas recommandé d'écouter la musique au-delà d'1 heure. En principe, c'est 1 heure seulement. Donc, au-delà d'1 heure,
vous fatiguez vos oreilles. Oui, 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 oui. Vous fatiguez vos oreilles, vous fatiguez le cerveau. Donc, en fait, là, j'ai dérogé, quoi, et te règle parce qu'il fallait, s'il fallait prendre seulement 1 heure ou 2 heures la journée, ça me prenait 6 mois de travail. Donc, il a fallu que je me donne cette peine-là d'écouter du matin au soir pour sortir la moitié de mon livre, tout ce que j'ai sorti. D'accord. Alors, Mampuya Mamsi, aujourd'hui, on sait que la rumba congolaise, n'est-ce pas, a été finalement rentrée dans, n'est-ce pas, devenir un patrimoine immatériel donc, de l'humanité. Depuis un moment, on le sait, que ça a été un coup de chance pour la rumba congolaise. Et vous, en tant que musicologue, quelle est, n'est-ce pas, la contribution ou la consolidation que vous pouvez apporter en termes de... Si la rumba est entrée dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, moi je pense que ce n'est que justice. Parce que notre musique a influencé les autres musiques du continent. Notre musique, quand vous regardez par exemple Bembeya Jazz, c'était à l'image de l'Afrique en jazz, de Rochero. Quand on voyait Fiesta Tropicale, c'était vraiment une copie de notre musique. Donc notre musique a influencé, a dominé, je peux dire. Je peux me permettre ce terme-là dans les années 60. Tout le monde croyait que tous les Congolais étaient des musiciens. Moi, je peux vous dire que quand j'étais en Roumanie, je suis allé voir une famille roumaine. J'arrive là, on me dit, non, mais il y a un noir qui est passé ici qui nous a laissé un disque. Je regarde là, c'était Polo. Polo! C'est un Burundais qui était passé par là qui avait laissé Polo. Donc, dans les années 60, notre musique a rayonné en Afrique. Dans les années 70, elle a conquis l'Europe. Parce que maintenant, le Paris et Bruxelles étaient devenus vraiment les bases de lancement de notre musique. Dans les années 80, elle a conquis les États-Unis et même le Japon. Vous vous souvenez, les Aïkos qui étaient partis au Japon, qui avaient ramené même des Japonais. Donc, ce n'est que justice que cette musique-là entre dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut que cette musique-là soit introduite à l'école. Et je pense que mon livre vient à point nommé. En fait, moi, je n'avais pas fait ce livre-là parce que, d'abord, mon livre est sorti bien avant. Oui, bien avant, donc c'est pas dans... C'était un vieux projet. C'est une contribution. Mais oui, c'est une contribution. Et la deuxième chose que je propose ici, c'est que nous, quand nous étions élèves au lycée, il y avait 2 laboratoires. Le laboratoire de physique, vous rentrez là-bas, vous avez les éprouvettes, vous avez tout pour faire les sciences physiques. Et il y avait le laboratoire aussi de sciences naturelles. Quand vous entrez là-bas, moi je propose un 3e laboratoire qui sera le laboratoire de musique. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans cette salle-là, vous trouvez les instruments de musique traditionnels, modernes. On peut projeter des vidéos. Les gens peuvent apprendre même la musique là-bas. Parce que sinon, ça sera seulement de la théorie. Alors que les élèves ont besoin de cette musique-là comme outil de travail, puisque des expériences ont été faites que l'apprentissage d'un instrument est bénéfique pour un élève. Et la musique modifie même le cerveau du musicien. En fait, le cerveau du musicien s'adapte au musicien. Vous avez vu un type comme Franco, pendant qu'il joue sa guitare, il chante. Et quand il joue sa guitare, il ne regarde pas les doigts. Donc les doigts se sont habitués, le cerveau a fait le travail pour que les doigts puissent reconnaître eux-mêmes les sons. Donc quand vous jouez, les solistes, là, ils ne regardent pas. Donc il y a eu un temps d'accommodement où le cerveau s'adapte facilement. Et vous prenez par exemple le batteur, lui il utilise les 2 mains et les 2 pieds. La caisse claire, la grosse caisse, les cymbales et puis les charleston. Mais il tape comme ça, il regarde les gens. Donc, c'est ce que les chercheurs ont constaté, que quand ils scannent le cerveau d'un musicien, il est différent
de l'homme de la rue, quoi, l'homme de tout le monde. Donc le cerveau s'adapte à l'apprentissage de la musique. Merci Mampouya Mamsi pour n'est-ce pas, ce partage de votre cours de musique congolaise destiné au lycée, aux élèves, aux écoles spéciales et aux universités. Un ouvrage que vous avez publié aux éditions Edilivre. En tout cas, c'est un très beau partage. Merci pour cette contribution, n'est-ce pas, à la musique congolaise. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur le plateau de Cultura. Et rassurez-vous, Mampouya Mamsi. Et voilà, nous prenons là. Je prends congé de vous. Et à la prochaine fois, certainement, lors de la publication du prochain ouvrage. C'est moi qui vous remercie. Ben, merci beaucoup, amis culturels. Autant que nous vous remercions, merci donc pour votre fidélité une fois de plus. Et voilà, nous prenons congé de vous et rendez-vous samedi prochain, 14h30. Merci et très bonne journée.